Bonsoir. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'île Maurice, ce minuscule État perdu dans l'océan Indien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment une histoire originale et une population très variée lui ont permis d'intégrer la mondialisation et de devenir le seul nouveau pays industrialisé d'Afrique. L'île Maurice est située dans l'océan Indien, à environ 10 000 km de l'Europe, 4 000 km de l'Inde, 5 500 km de l'Australie et 2 000 km de l'Afrique du Sud. Donc elle est très isolée géographiquement, et pourtant elle a très bien su tirer parti de sa position entre Europe et Inde, de son histoire, successivement colonie française, colonie anglaise, et de sa population diversifiée, majoritairement d'origine indienne, mais aussi européenne, africaine et chinoise. C'est cette diversité ethnique qui l'a aidé à tisser des liens, à former des réseaux et à oublier l'isolement que connaissent toutes les îles. C'est d'autant plus intéressant à souligner si on la compare avec la Réunion, voisine de quelques 200 km, département français d'outre-mer, bien moins ouvert sur l'extérieur avec son économie de transfert et l'assistance de la métropole. Regardez ces quelques cartes. L'île Maurice est une ancienne colonie française de 1715 à 1810. On l'appelait l'île de France, elle est donc terre francophone, et le français y est toujours la langue de communication, à côté de l'anglais, qui est la langue administrative, du créole, qui est la langue vernaculaire, parlée par toutes les communautés, et des langues asiatiques, hindi, chinois, bhojpuri, ourdou et telougou. D'ailleurs, le sommet de la francophonie s'y est tenu en 1994, et chose peut-être unique au monde, la langue française y est en expansion face à la langue anglaise. Elle est aussi une ancienne colonie britannique, de 1814 à 1968, donc l'île est membre du Commonwealth, ce qui fait qu'en tant qu'ancienne colonie française et ancienne colonie anglaise, elle bénéficie des accords tarifaires de l'Union européenne, grâce aux accords de Lomé sur le sucre, achetés au-dessus du cours mondial, et sur le textile, grâce à ce qu'on appelle l'accord multifibre, qui a favorisé le développement d'ateliers dans sa zone franche. Résultat, l'île Maurice est défendue devant les instances de Bruxelles par la France, au nom de la francophonie, et soutenue par la Grande-Bretagne du fait de son appartenance au Commonwealth. Alors, grâce à sa forte population d'origine indienne, qui avait été importée par les Anglais pour travailler dans la canne à sucre, l'île Maurice entretient des rapports étroits avec l'Inde du Sud. Elle est d'ailleurs le 4e investisseur étranger en Inde, qui est un de ses principaux fournisseurs. Maintenant, par sa minorité chinoise, Maurice bénéficie également de réseaux chinois, dont les nœuds sont à Singapour et à Hong Kong. Alors maintenant, la position géographique proprement dite. L'île Maurice fait partie de la Commission de l'océan Indien, la COI. Elle regroupe depuis 1984 les principales îles de la région, Réunion, Maurice, Madagascar, Seychelles, Comores, avec pour but le développement des échanges commerciaux entre les pays de la zone et la mise en œuvre de grands projets régionaux. Elle fait de même partie de l'Indian Ocean Rim, l'IOR, un espace de coopération plus international, à vocation économique et commerciale. D'ailleurs, l'IOR a été initié par l'île Maurice en 1995. L'ensemble regroupe les pays riverains de l'océan Indien, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Océanie. Il s'agit surtout de projets d'investissement, de promotion des échanges, du tourisme et des technologies. La France a demandé à y adhérer via l'île de la Réunion, et ce que cherche l'île Maurice, en fait, c'est de créer une zone de libre-échange où elle jouerait un rôle central par sa position entre Asie et Afrique. Car si maintenant on se tourne vers l'ouest, on s'aperçoit que l'île Maurice appartient aussi géographiquement au continent africain. Elle participe aux espaces régionaux de la COMESA, dont le siège est à Lusaka, en Zambie.
Cette communauté de l'Afrique orientale et australe compte 21 membres. Elle a pour but la création d'un vaste marché commun. Et puis, il y a aussi la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, dont le siège est au Botswana, qui rassemble 14 membres, dont l'Afrique du Sud, qui est le principal partenaire commercial de l'île Maurice. D'ailleurs, l'île a adhéré à la SADC en 1995 pour favoriser l'intégration régionale et la libre circulation des biens, des services et des personnes. Alors, vous le voyez, on le comprend, l'appartenance à ces divers ensembles géoéconomiques a favorisé une bonne intégration de l'île Maurice à l'économie mondiale, ce qui, en retour, lui permet de poursuivre son développement économique. Son économie, on l'a vu la semaine dernière, repose sur l'industrie textile, confection, bijouterie, appuyée par des investissements nationaux, mais aussi asiatiques et européens, et qui fournissent la plus grande part de ses exportations. Or aujourd'hui, compte tenu du plein emploi et de la hausse des salaires, l'île Maurice se spécialise dans des produits haut de gamme et à plus haut contenu technologique. Et pour profiter des coûts de travail plus bas, c'est elle maintenant qui délocalise, notamment à Madagascar, où elle a implanté plusieurs usines textiles, au Mozambique, où elle a mis en place une zone économique spéciale de 100 000 hectares dans la région de Beira, et elle envisage dans la province de Sofala de cultiver des produits agricoles qui seraient ensuite réexportés vers l'île Maurice. D'autres projets sont prévus aussi en Tanzanie, en Zambie et au Lesotho. On le voit, l'île est aussi au croisement des lignes aériennes nord-sud venant d'Europe et est-ouest venant d'Inde, d'Australie et d'Afrique du Sud. Donc elle est très bien reliée au reste du monde et cherche à devenir une place tournante pour les échanges comme un Singapour de l'océan Indien. Cela s'appliquerait aux marchandises. Les cargaisons transitant par Port-Louis sont ensuite réexportées en plus petits lots vers la région. Et cela s'applique aussi aux services, banques offshore, assurances, pour l'Europe, l'Asie et les États-Unis, car elle peut jouer sur le décalage horaire et tirer profit des nombreuses langues qui sont parlées dans l'île, pour capter aussi bien les marchés occidentaux que les marchés asiatiques. Alors vous voyez, le bilan de ces 30 ans d'indépendance est plutôt positif pour ce petit pays. On le voit, tout est lié, les atouts sont nombreux, l'île sait bien en jouer, que ce soit l'ouverture sur l'extérieur, ou le tourisme, ou une bonne cohabitation entre populations. Cela dit, il y a des revers à cette médaille. Les inégalités sociales se creusent maintenant, on assiste à l'émergence d'une société à deux vitesses, avec de plus en plus d'exclus. Et les signes de ce malaise social, ce sont ces émeutes qui ont eu lieu en mars 1999, au sein de la communauté créole. Celle-ci se considère comme laissée pour compte de la prospérité mauricienne. En effet, il reste des zones d'habitation précaires à proximité de la capitale, des écoles sont construites, mais les enseignants ne sont pas toujours à la hauteur, ce dont les dirigeants n'ont pas forcément conscience. Le multilinguisme, a priori, c'est une bonne chose, mais on s'aperçoit que ni l'anglais ni le français ne sont parlés correctement, notamment par les enseignants ou à la télévision. Alors, comme le dit le poète mauricien Édouard Molnick, je cite, « Mon île est un ghetto si mes yeux ne se rivent qu'au nombril de la terre. Mon île est une aubaine si je monte à l'assaut des chemins océans. » Alors le paradoxe, c'est cela. Ce pays, ce gouvernement ont su trouver la recette pour créer des richesses. Maintenant, il faut qu'ils inventent la formule pour les redistribuer. Dans le premier volet du Dessous des cartes de la semaine dernière, consacré à l'île Maurice, je vous ai mentionné plusieurs livres intéressants, tourisme, géopolitique, littérature. Alors vous pouvez retrouver leur nom, leurs références, en allant sur le site artetv.com et le site du Dessous des cartes, vous retrouverez ces références. Cette semaine, c'est l'époque des annuaires,
vient donc de sortir l'année stratégique 2000 sous la direction de Pascal Boniface. C'est une analyse des enjeux stratégiques, démographiques, économiques, donc une bonne référence pour l'analyse des rapports de force. Dans le domaine plus strictement économique, vous avez Conjoncture 2000 qui vient de sortir de l'Institut CEDIMES. Et puis sur la crise du Timor oriental, qui a été très importante en 1999, je voulais vous signaler, ce que je n'avais pas eu le temps de faire, le livre de José Ramos Horta, qui a été prix Nobel de la paix en 1996, La saga du Timor oriental, un livre publié chez Favre.